Monsieur Alain Combe, Monsieur Francisco Suzano, Madame Patricia Rosson, Monsieur Nicolas Fouquin, Monsieur Philippe Torres, Madame Catherine Chien, Monsieur Thierry Jacques, Madame Catherine Fleur, Monsieur Christophe Lacasse, Madame Stéphanie Laurent, Monsieur Aurélien Lévord, Madame Suzanne Nazas, Monsieur Nicolas Rosson, Madame Valérie Frémolière, Monsieur Julien Portal, Monsieur Karim Abed, Monsieur Philippe Pouget, Madame Emmanuel Soulet, Madame Larissa Diaz de Souza, Madame Fabien Mélière et Monsieur Jérémy Pouget. Merci Madame Zatkéo. Donc on va désigner le secrétaire national qui nous propose de désigner François Jean-Marc Brajon. Sur les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Je vous demande de tenir compte de ce qui vous a été déposé sur table. Concernant la DNE sur le budget principal, donc, qui est corrigé de 15 000 €, c'est le point numéro 2 de l'ordre du jour. Et concernant le point numéro 5 de l'ordre du jour, c'est une attribution de subvention exceptionnelle à l'association active de commerce qui a été modifiée, donc qui a relevé de 15 000 €. C'est une faute de l'opération dont Elisabeth Nationale va en parler à l'instant, si vous voulez, on va faire le point. Je vais dire le pouvoir aussi, je ne sais pas. Faire le point sur cette opération de 100 000 € qui s'est transformée en opération de 120 000 €. Les pouvoirs, je détiens le pouvoir d'Aurélie Mayol pour Laurent Luciot, de Gadia Tani pour Sonia Ignez Vaz, de François Rouet pour Vincent Martin, de Christophe Lacasse pour Madame Bourgade. Madame Sénat, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des oppositions parce qu'on les positions sur table et qui modifient la VM, donc le point numéro 2, pour 15 000 € et qui modifie l'attribution des subventions exceptionnelles à de commerce pour 15 000 € aussi. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc les points seront abordés avec ces deux. Approche-toi du micro. Alors, c'était pour vous parler de l'opération 5 000 € qu'on a prolongée à 20 000 €. Il faut t'approcher du micro. Allô? Alors, vu le succès, cette opération, nous avons prolongé jusqu'à 100 000 €. Mais on l'a arrêté le samedi soir, ce qui n'est pas tout à fait 120 000 €. Elle est à quelques jours frais parce qu'on vient de finaliser. On vient de finaliser ce soir. Alors c'est une opération qui est de 111 890 € en chèque cadeau, qui a généré un chiffre d'affaires de 669 714,45 €. Voilà. Il y a également une autre opération qui était sur le commerce de fermier, c'est-à-dire du pick and collect, qui était de 21 050 € en chèque cadeau, qui avait généré 107 393 €. En sachant que, bien sûr, ils vont maintenant revenir dans les commerces, ils vont regénérer un chiffre d'affaires. Un petit mot aussi sur les opérations qu'on avait mis. L'opération entreprise solidaire qui a généré 11 320 € de chèque cadeau. Et l'aide au e-commerce qui a commencé le 17 novembre. Et il y a déjà 9 commerces qui sont passés.
organisé dans le cadre de la crise sanitaire. Mais au préalable, nous allons avoir la présentation par tandem du réseau de chaleur et de son fonctionnement en 2019. Nous aurons aussi l'approbation du compte rendu du 24 novembre, la communication des décisions prises en vertu de la délégation des pouvoirs que j'ai reçus. Changer le micro. Sur l'urbanisme, donc le transfert de l'ancienne école de Chabris sur le compte de la commune demande, donc c'est la dernière délibération que nous aurons à passer sur ce transfert de biens de la section de Chabris sur la commune. Sur les finances, donc on aura l'ADM numéro 1 pour le budget principal, l'ADM numéro 1 pour le budget de la culture, et sur le budget annexe aussi de la cité administrative, ensuite l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association physique commerce, le mandat pour la conclusion du transfert des baux de la SAIM à la SAHLM à Lozère Habitation, sur les ressources humaines, la revalorisation du montant des tickets restaurants, sur le point numéro 8, la revalorisation du montant de la participation au financement de la protection sociale des agents fonctionnaires contractuels relevant de droit public et privé pour le risque santé, et idem pour le risque prévoyance. Ensuite, le point numéro 10, la loi numéro 7, le protocole d'accord sur la réduction du temps de travail de 2001, l'organisation avec la mise en œuvre du respect des 1607 heures de travail imposées par la loi du 6 août 2019. Ensuite, toujours sur les ressources humaines, les lignes, les directrices de gestion avec la validation des critères de l'avancement des 2 grades, on y reviendra tout à l'heure. Sur le point numéro 12, la modification du cadre des effectifs, quasiment comme à chaque conseil municipal. Ensuite, au point numéro 13, la création d'emplois saisonniers pour 2021 et d'emplois non titulaires. Et puis le point 14, la fixation des taux concernant les possibilités d'avancement de grade pour l'année prochaine. Sur le point numéro 15, un renouvellement de la convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'ANTAI. Et puis sur le point numéro 16, donc le musée avec les délibérations sur l'acquisition de biens culturels. Donc je vous propose de démarrer cette séance par la présentation par l'équipe de tandem de M. Geoffrey Roussin avec Christophe Mourgue, donc du rapport 2019 sur la délégation du réseau de chaleur. Et on a 10 minutes. Bonsoir à tous. Tout le monde entend, là, c'est bon. Il s'agit en fait du 11e exercice de la DSP, l'expression statistique de chauffeur urbain de la ville de Mans, qui a été signée pour une période de 24 ans en 2008, et qui appelle l'exploitation d'un réseau et de sous-station, de secours partiel de ce réseau. Il y a eu quelques avenants, mais qui ont été plus des avenants, je dirais, d'adaptation pour la mise en place du contrat de DSP. Les chiffres pour 2019, donc 11e exercice, on est à 24 gigawattheures rendus sur la période 2019, qui est à peu près stable par rapport à 2018. On verra qu'on a une rigueur climatique qui est proche de celle de 2018, de peu de différence. On atteint 17 149 kW de puissance souscrite, soit 94% de l'objectif qui avait été fixé lors de la signature du contrat, et qui sert de base en fait pour l'exploitation prévisionnelle de la DSP. Nous avons 87 sous-stations qui sont actuellement raccordées à ce réseau de chaleur. Par force, la sous-station des particuliers, qui sont traités un peu à part, et nous avons quasiment 15 km de réseau à ce jour. On bénéficie donc de l'importation de chaleur à hauteur de plus de 99% pour une puissance nominale délivrée par l'échangeur de 24
mégawatts. Et nous avons le chauffe-fioul de secours qui sert essentiellement pour les traitages et qui est utilisé, on verra plus tard quand on sert vraiment très occasionnellement. En termes de typologie des clients du réseau, on voit la part en fait, des particuliers qui augmente au fil des ans, ce qui est plutôt positif, donc le contrat et les tarifs sont attractifs, y compris pour les particuliers, ce qui est rare pour un réseau de chaleur en général. On a une grosse part donc, de bâtiments tertiaires, on a la santé avec l'hôpital, et la part des particuliers représente à peu près 159 points de livraison de foyers. Concernant les frais marquants en 2019, tout d'abord, concernant les polices qui ont été signés cette année, on a deux clients majeurs qui sont venus se raccorder signer leur police d'abonnement. Le conseil régional avec le lycée Chantal, qui représente 350 kW, et le lycée Notre-Dame, avec Providence, pour 500 kW. On a un gros programme aussi qui a été raccordé, qui sont les sites de Versailles, donc la crèche, le Suisse, ainsi que le site Château-Villa et ses collègues. Donc on a eu une très bonne année en termes de développement commercial, puisqu'on a eu 12% d'augmentation qui sont souscrites entre 2018 et 2019. En termes de rigueur climatique, comme je vous le disais, on est très stable par rapport à 2018 et on voit qu'on a une tendance effectivement à être en dessous des moyennes trentenaires, à peu près 5% en dessous, ce qui veut dire qu'en fait on a une rigueur climatique qui est inférieure à la moyenne. On a lancé cette année avec la ville un schéma directeur. Ce schéma est destiné en fait à analyser techniquement, financièrement le réseau et à émettre certaines hypothèses en termes d'amélioration de rendement par exemple ou de développement commercial. Au niveau de la mixité, comme je vous disais, on est à 99,28% de mixité d'énergie renouvelable et de récupération, c'est cette hypothèse de récupération de chaleur, donc biomasse. On est au-dessus des objectifs contractuels puisqu'on s'était basé pour le contrat sur la mixité de 75%. On voit bien que le fuel est utilisé que pour les essais techniques de la chauffe-eau. En termes également de panne, on a eu 100% de continuité de service, c'est-à-dire aucune rupture de service, et on a un nombre d'appels pour des réclamations qui sont assez bas au vu du nombre de souscriptions, puisqu'on a 72 demandes d'intervention, dont 10 en fait qui sont générées par des alarmes qui sont automatiquement déclenchées par les occupants via le système de télégestion et qui permet effectivement d'agir avant qu'il y ait un ressenti d'inconfort par nos abonnés. On a eu donc en termes de garantie totale, on a des dépenses qui sont très limitées, ce qui est normal puisqu'on est en début de concession. Donc on a un solde en termes de gros entretiens renouvellement, donc de GER, qui est assez important et qui risque de fondre dans les dernières années de l'exercice de la délégation. Donc en dépenses principales, on voit c'est essentiellement des réparations suite à un attaque de foudre ou à une fuite sur un départ. En termes de résultats, on reste stable au niveau du résultat, même s'il reste faible, il représente à peu près 1% du chiffre d'affaires. On est en dessous de ce qu'on avait prévu, ce qui est normal, puisque en fait, on n'a pas encore atteint l'objectif de puissance souscrite, donc un niveau de recette qui reste inférieur à celui qui était prévu. Mais étant donné le développement qu'on a eu cette année et les perspectives qu'on a en 2020-2021, on pense améliorer ce résultat. En termes d'évolution des tarifs unitaires, on voit qu'on est très stable, puisque
en 11 ans, on a eu en 5 ans, je vais la graphique, on a eu 2% d'augmentation pour le R2 et 6% pour le R1. Donc, on part aux énergies fossiles, effectivement, on est beaucoup plus stable. En termes de prix moyen, donc le prix moyen pour mémoire, en fait, on ramène l'ensemble des recettes liées à la vente de chaleur et les recettes de la part abonnement de la facturation au mégawattheure consommé. Il nous donne donc un tarif moyen pour 2019 de 82 € TTC 68. Et j'ai mis un petit récapitulatif d'enquête qui a été réalisée par avance. Bon, elle date d'un an, parce qu'il y a toujours un décalage maintenant sur les prix observés. Donc là, c'est les prix observés depuis 2018. Et on voit que le réseau de chaleur demande est nettement en dessous des prix totaux constatés. Par exemple, pour le chauffage électrique, on est à 2 156 € ou chauffage chaleur individuel à 2030. Voilà, et sur le fuel, on est également sur une moyenne constatée de 1916 € pour 1319 € moyen annuel constaté sur le réseau de chaleur de Nantes. Sur les perspectives, on a donc une très bonne année, mais on a des belles perspectives également. On a la maison d'arrêt qui a signé sa police d'abonnement et cette année 2020 qui était mise en service en septembre. On a également la Poste en prévision, la maison de retraite et la maison d'enfants, la Providence pour un total de 240 kW, qui nous donne une puissance totale attendue à l'horizon 2021 d'à peu près 1840 kW. Donc on attend encore 11% de puissance additionnelle. Voilà pour la présentation. Merci pour cette présentation des résultats de 2019. Je pense que vous pouvez attendre aussi l'annexe de la préfecture. Parce que je suis le secrétaire général et donc les tuyaux sont quasiment dedans, hein, juste devant la chaufferie. Et donc eux aussi vont profiter, je crois, la préfecture, comme tous les bâtiments publics d'État, profiter du plan d'Orlens pour investir aussi, je crois, ici dans le réseau de chaleur. Donc le réseau de chaleur, c'est une aventure qui a commencé en 2008-2009 et qui va se poursuivre, à mon avis, pour encore plusieurs dizaines d'années et qui va vivre, je crois, une belle vie parce que son développement arrive maintenant avec difficulté, il faut le reconnaître. On a mis du temps, effectivement, pour convaincre, peut-être, puisque c'était quand même une nouveauté sur la ville. Et donc on a mis plusieurs années, peut-être un peu trop de temps, malheureusement, on n'a pas pu aller plus vite, hein, et d'où les chiffres qui nous sont donnés, et on arrive maintenant à peine 10 ans après, 12 ans après, 12 ans après la mise en service, donc à l'équilibre de la délégation de service public. Donc on a maintenant jusqu'à 2032 pour effectivement encore développer sur la base du linéaire qui est déjà construit, donc sur la base des 15 km qui sont déjà construits, mais je crois que c'est un outil qui va servir la ville, le réseau de chaleur, et qui va servir la ville encore pendant de nombreuses années. Je voulais une nouvelle fois, comme je le fais chaque année, traditionnellement, mais remercier les équipes à Christophe qui sont ici sur place, parce que vous l'avez vu, bon, le système fonctionne bien, il n'y a jamais de panne, quasiment jamais de panne. Mais quand il y a des interventions à faire, voilà, il y a des choses qui sont faites sur le réseau, de la maintenance qui est faite, qu'on ne voit pas forcément, qui ne perturbe pas le fonctionnement du réseau, et qui est faite par les équipes de Christophe Mourgue, et je crois qu'il y a une excellente équipe d'intervention de qualité qui sont toujours faites. Donc merci, et tu peux transmettre le message à tes gars, un peu comme je le fais chaque année. Donc le réseau de chaleur, il devient de plus en plus important, puisque avec une source d'énergie qui est renouvelable, et donc on a, depuis l'annonce gouvernementale du non-remplacement ou des chaudières à fioul, enfin de l'interdiction de remplacement de chaudières à fioul, de continuer avec du fioul, on a des particuliers de plus en plus, on a des collectifs qui nous appellent. Christophe, je crois, fait un bon boulot aussi
quand on fait des travaux pour aller voir en amont les riverains et pour essayer de faire du raccordement. Donc le réseau de chaleur va vivre encore sa vie pendant longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous nous avez sollicité, on s'est engagé dans un schéma communal donc, de développement de ce réseau de chaleur. Je crois que c'est une bonne démarche donc, qui nous a été financée aussi par l'ADEME. Et je pense que là, on a de la réflexion. On est en train de valider ce schéma et je crois qu'on a de la réflexion pour les mois à venir pour développer encore ce réseau de chaleur dans les années à venir et au-delà bien sûr de 2032 puisque, comme je le disais au début de mon intervention, ce réseau de chaleur va vivre 100 ans, peut-être plus. Donc on aura quand même une échéance qui est celle de 2032. Je le dis d'ores et déjà parce qu'on en parle avec Hervé Adelaine notamment ou Olivier Marius depuis longtemps. On aura une échéance qui est importante, donc ce renouvellement de la délégation de services publics avec un fournisseur aujourd'hui, vous avez vu, 99,30% qui est de fourniture biomasse, donc avec un seul fournisseur, c'est le challenge qui nous attend avant 2032 pour faire foisonner peut-être d'autres sources d'énergie pour alimenter ce réseau de chaleur. Voilà, je vous laisse la parole pour ceux qui veulent la prendre. Vous n'avez pas de questions à poser à M. Roussel. Donc on vous remercie, M. Roussel. Et à très bientôt. Donc sur le point suivant, l'approbation du compte rendu de la séance, en fait, il vous sera proposé lors d'une autre séance, c'est ça, Frédéric ? Oui, d'accord. Donc on l'aura approuvé ultérieurement. Et il vous sera transmis. Non, il sera transmis par voie dématérialisée, non. D'accord. Bon. Je dois vous donner les communications de décision prise en vertu de la délégation de pouvoir reçu. Donc j'ai pris un arrêté 132 autorisant la signature du marché subséquent à restauration de 20 œuvres statutaire pour exposition permanente au musée du Gévaudan. Je pense que vous avez vu dans la presse, donc c'est le marché avec la SARL La Pierre au Carré, Alessandro Ingoglia, qui demeure à Arles pour un montant hors taxe de 39 820 €. Vous avez vu que dans la presse s'en est fait écho, et donc on prépare la prochaine ouverture du musée du Gévaudan pour l'automne 2022. J'ai eu l'occasion de le visiter dans la semaine avec les services, avec Nadia Arabaz, donc, qui est notre conservatrice, et avec Régine Bourgade. Et on a trouvé, je l'ai vu, ouais, on a trouvé effectivement que le projet avait déjà bien avancé et que les entreprises de grosses œuvres notamment avaient fait un boulot considérable. Et que donc maintenant, on va travailler à finir les couvertures et puis après, toutes les autres corps de métier pourront travailler à l'intérieur du musée. J'ai pris un arrêté 134 pour la signature du marché de prestations de services avec le Rugby Club Mande-Lozère 2020-2021 pour 30 000 €, le 135 avec le volley pour 76 000 €, pour le 136 pour le Mande-Gévaudan Club handball pour 27 000 €, le 137 pour le Centre Omnisport Lozère pour 24 193 €, et pour le 138 pour 35 000 € pour l'avenir Foot Lozère. Il y a deux conventions de marché qui sont passées donc avec le Man de volley et le Centre Omnisport Lozère, qui prévoit aussi la mise à disposition de personnel et donc le remboursement aussi par ces structures-là. C'est pour ça que le volley est bien plus important par exemple que les autres associations. J'ai pris un arrêté 139 autorisant la prolongation du marché de fourniture et de livraison de fioul domestique et de gazole non routier, donc avec la SAS Pages. Puis après un arrêté 140 pour les prestations de nettoyage de la ville de Mende avec Aber. 141 autorisant la signature d'avenant au marché de travaux de restauration de la chapelle de Pénitent Blanc pour le gros œuvre et pour l'électricité avec
l'entreprise de Grenoble pour le gros œuvre et Rodier pour l'électricité. Voilà pour ces décisions prises. Et ensuite, je vais demander à Betty Zampiello de nous lire, de nous présenter la communication des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire. Et je vous expliquerai en suivant pourquoi j'ai souhaité inscrire prendre acte de cette communication. Les actions menées par la collectivité depuis le mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid-2019 sont portées à la connaissance du conseil municipal. À l'annonce du confinement, gratuité du tube, mise à jour du fichier des personnes vulnérables par le CIAS, mise en place d'un service de fixe à domicile pour les personnes vulnérables sur l'ensemble du territoire communautaire, envoi d'un courrier à l'ensemble des personnes de plus de 75 ans du territoire communautaire et les informant des mesures mises en œuvre par la collectivité, envoi d'un courrier à l'ensemble des entreprises du territoire communautaire et les informant des différents dispositifs et mesures mises en œuvre par les partenaires institutionnels face à la situation. Mise à disposition du personnel dans les écoles pour assurer la continuité de l'instruction 7 jours sur 7. Distribution à nos personnels soignants de nos stocks de masques et gel, réouverture du marché, plan de continuité d'activité enclenché afin de poursuivre la mission de service public, suppression de la redevance du droit d'occupation des domaines publics pour les bars, restos, commerçants, suppression de la TFPE, taxe locale sur la publicité extérieure, ceux qui ont été contraints de fermer. À la veille du déconfinement, mise en place d'une livraison à domicile par les agents de la collectivité pour relancer l'économie locale, abondement par la communauté de communes du fonds local, via en aide aux professionnels publics, commerçants, artisans et propriétaires. Au déconfinement du mois de mai, distribution de masques, 2 par habitant, un offert par la ville, le second par le département. Opération 100 000 € portée par la ville, la communauté de communes et l'office de commerce par les aides. Opération pour la réouverture des bars restos du 14 juin. Et cet été, la communauté de communes a voté l'instauration d'un déclassement exceptionnel pour 2020 des 2 tiers de la cotisation foncière des entreprises de la CFE pour les petites et moyennes structures de tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture et événementiel. Au mois de novembre, pendant le confinement, nouvelle opération du 31 octobre au 14 novembre destinée au commerce fermé et proposant de la vente en ligne. Dans les écoles, redéploiement du personnel pour faire respecter les mesures sanitaires imposées. Remise en route du service de course à domicile pour les personnes vulnérables et adaptation du fonctionnement de la RPA en limitant les années venues. Au mois d'octobre-novembre, distribution de masques de la région Occitanie, distribution de masques aux associations caritatives, distribution de masques aux personnes âgées, donc à la RPA et aux maisons de retraite, distribution de masques aux élèves des écoles primaires, opération entreprise 48 vert, un dispositif fondé sur la solidarité des entreprises et artisans durant le mois de novembre et délivrant des bons d'achat à leurs clients confinés par l'entreprise, cofinancés par l'entreprise, le conseil départemental et la communauté de communes. Dispositif d'aide à la création de sites internet tant sur la construction du site que sur la maintenance. À venir, donc nouvelle opération de 100 000 € lancée au 28 novembre, date de l'ouverture des commerces, portée par la communauté de communes, la ville, l'office de commerce et en partenariat avec l'office de tourisme. Abondement dû au dispositif de FMS pour les deux en complément avec l'État, la région Occitanie à hauteur de 1 500 € par dossier. Merci Madame Zampiello. Donc j'ai souhaité que ce soit la plus jeune de l'Assemblée qui nous lise ça parce que je souhaitais marquer le fait que je crois qu'on a fait quand même beaucoup de choses depuis le mois de mars, depuis le 17 mars, la date du premier confinement jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais que ça soit inscrit un peu gravé dans le marbre, toutes les actions qui avaient été faites, que ça reste dans un compte rendu de conseil municipal. Donc comme ça sera inscrit durablement dans l'histoire de la ville et donc dans les actes de délibération de la ville de Mende, de la commune de Mende. Voilà, simplement je voulais rajouter quelques éléments sur le dernier mois. Donc on a essayé de mettre en place une mesure toutes les semaines. Donc la première, Elisabeth vous les a présentées tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas. La première concernait donc, les commerces qui étaient strictement fermés, et donc on a apporté une aide au ticket de 20%, donc ça a généré un peu plus de 20 000 € de dépenses, donc et pour un chiffre d'affaires
pour les commerces qui étaient fermés supérieurs à 100 000 € sur une quinzaine de jours, c'est pas rien. Et puis donc jusqu'à la dernière, donc qui a été un peu à l'image de celle qu'on avait fait au printemps, donc de 100 000 €, qu'on avait souhaité lancer dès le premier jour du déconfinement, enfin du deuxième déconfinement, c'est-à-dire le samedi 28 novembre, si j'ai bonne mémoire. Et cette opération, bien sûr, avant Noël, elle a connu un vrai succès, alors qu'on était aussi dans la période du Black Friday, elle a connu un vrai succès. Donc le vendredi qui suivait le 28 novembre, on a souhaité y rajouter, comme vous l'a dit Elisabeth Minet-Trenol tout à l'heure, une enveloppe complémentaire pour tenir le week-end. Et en fait, on n'a pas tenu le week-end, on a tenu que le samedi. Donc 120 000 € qui ont généré ou qui vont générer au final pas loin de 1 million € de chiffre d'affaires donc sur les petits commerces. Je crois que c'était une belle opération une fois de plus. Je crois que les collectivités doivent effectivement montrer leur capacité à être présentes justement quand c'est difficile, quand la période est rude. Je crois qu'on a essayé de le montrer au travers de tous ces engagements qu'on a pris depuis le printemps. Donc voilà, si d'aventure de nouvelles mesures devaient être prises, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, parce que sinon ça montrerait que la crise est encore largement présente, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc il faut toujours être prudent dans ces déplacements, dans le contact qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Et si d'aventure, les collectivités seraient présentes. Alors on a pu faire ça parce qu'on était mutualisés, je crois. On a bien travaillé, la mutualisation qu'on avait engagée en 2018 a montré son plein effet puisque les services du CIAS, de Jean-Marie Martinez, de la communauté de communes de Nathalie Fraisse, de la ville de Mende, donc sous la houlette de Hervé Adelin, ont fonctionné ensemble pour proposer l'ensemble de ces opérations et on a souvent partagé la tâche. À telle enseigne que par exemple le service jeunesse est allé accompagner les écoles tout le mois de novembre sur les temps méridiens. Et puis je veux saluer aussi le travail qui a été fait par l'Office du commerce, donc Elisabeth Minet-Trenol, la présidente. C'est un bon outil parce que c'est un outil associatif, l'Office du commerce. Donc c'est un outil avec lequel on peut avoir énormément de réactivité. Et sur les opérations qu'on a pu mettre en place, on les a mises en place parce que justement on a pu être réactif. Ce n'est pas souvent le cas dans les collectivités, pas assez le cas. Avec le milieu associatif, on peut aller beaucoup plus vite. Et ça nous a permis chaque fois d'être dans le bon timing par rapport au déconfinement du 14 mai, du 15 mai, je ne me rappelle plus, et puis par rapport au déconfinement du 28 novembre, pour être là quand les commerces se réouvraient et donc accompagner la réouverture et faire qu'il y ait de la dynamique. Et je crois que les commerçants, moi que j'ai vu tout du moins, ont salué à chaque fois ces initiatives. Donc voilà, c'était important de les accompagner parce qu'ils ont été fermés trop longtemps, parce que les mesures l'imposaient. Et donc ça sera peut-être malheureusement nécessaire, je ne l'espère pas, de les accompagner à nouveau, mais si on doit les accompagner à nouveau, on sera là. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet? Monsieur Breiger? Monsieur le maire, mes chers collègues, nous venons d'écouter un long compte-rendu détaillé de toutes les mesures prises par monsieur le maire depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Bien entendu, nous n'avons pas l'intention de discuter ces différentes mesures, puisque l'opposition municipale n'a jamais été ni associée, ni même consultée depuis le début de cette crise. Aujourd'hui, nous constatons que la majorité des mesures prises révèlent soit de recommandations, soit de décisions du gouvernement. Cependant, les élus de mandat à venir demeurent, comme toujours, force de proposition. Et dans ce cadre bien précis, nous vous soumettons 3 mesures fortes pour soutenir nos commerçants, nos artisans et nos entreprises. La première mesure, poursuite de la suppression de la redevance de droit d'occupation du domaine public pour les bars, restaurants et commerçants pour toute l'année 2021 et éventuellement 2022.
Seconde mesure, poursuite de la suppression de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2021 et pour toutes les entreprises pénalisées et non pas seulement celles qui ont été contraintes de fermer. Et pour finir, le prolongement en 2021 du dégrèvement de la CFE pour toutes les entreprises en difficulté. En conclusion, Monsieur le maire et mes chers collègues, j'espère que ces trois propositions vont retenir toute votre attention. Car il en va de la survie de nos entreprises et des emplois de notre cité. Merci. Merci Monsieur Brégier. Alors c'est bien que vous vous réveillez en fin d'année avec un certain nombre de propositions. Vous avez oublié de dire que peut-être la CFE c'est déjà fait, parce qu'on l'a déjà délibéré au conseil communautaire, ça devait être au mois de juillet ou au mois d'août, au mois de juillet. Sur le fait que vous n'ayez pas été associé ici, puisqu'on a fait 2 visions de mémoire, pour le détail, au printemps, pendant la période de confinement, où on était l'ancien conseil municipal, donc c'est-à-dire avec les anciens élus qui ne sont plus élus aujourd'hui, et puis la nouvelle composition du conseil municipal. On était toujours une quinzaine en présentiel à la salle Bourriot. Je crois que M. Pouget, vous êtes venu les 2 fois. Et puis les autres, on était toujours 40 ou 45 qui étaient en visio. Donc je crois qu'on a fait le travail, M. Brégier. Je crois que alors c'est bien que vous ayez des propositions. C'est dommage qu'elles arrivent maintenant un peu tard, et c'est dommage qu'elles ne soient pas arrivées plus tôt dans l'année. Voilà, sur les droits de place, on l'a déjà fait en 2020. Sur ATLPE, on l'a fait aussi en 2020. On verra en fonction des événements, ce que j'ai dit dans mon propos tout à l'heure, en fonction des événements et de la suite de cette crise sanitaire, les mesures qu'on a à prendre. Voilà pour ça donc qu'il s'agit de prendre acte simplement de cette décision et que ça reste gravé dans le marbre. Sur le point numéro 1, donc, du transfert de l'ancienne école de Chabris à la parcelle BO 100, concernant la demande de l'arrêté préfectoral, Madame Bourgade. Oui, donc le 17 septembre, on a télétransmis en préfecture une délibération qui engageait la commune demande, que la commune demande d'engager une procédure pour transférer la parcelle BO100, qui est rue de Lavoir, qui appartient à la section sur le compte de la commune demande. Donc la procédure aujourd'hui est achevée, vu l'article 24.11.12.1 et 24.11.12.2 du Code général des collectivités territoriales. Le transfert à la commune de toute ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le représentant de l'État dans le département à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un projet d'intérêt général. Considérant qu'il n'y a aucune observation formulée dans le registre dédié suite à la publication de l'annonce le 24 septembre 2020 et considérant l'objet d'intérêt général de l'opération, il vous est proposé d'approuver le transfert, c'est-à-dire de l'ancienne école de Chabris, de solliciter de Madame la Préfète pour établir l'arrêté de transfert au titre de l'intérêt général et m'autoriser à recevoir l'acte de transfert intervenir en plus matériellement de cette à l'épaule d'Oumer. Merci Madame Bourgade. Donc on est dans le formalisme administratif et donc on va solliciter Madame la Préfète pour obtenir cet arrêté préfectoral. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Tous les autres favorables. Je vous remercie. L'examen, le point numéro 2, donc, de la DM, de la décision modificative. Numéro 1, sur le budget principal. Donc, on vous a remis sur table, puisqu'on l'a modifié de 15 000 €, notamment sur la partie investissement. Donc, cette DM qui concerne modestement le budget de fonctionnement donc, principal pour 126 400 €, donc équilibré en recettes et en dépenses. Donc, et vous avez le détail donc, sur les dépenses. Ça concerne principalement les charges à caractère général, donc le 0,11, avec des ajustements de crédit pour l'achat de lampadaires LED, donc pour 35 000 €. Un certain nombre d'ajustements de crédit aussi pour la gestion de la crise Covid, donc 13 500 €, 35 000 € et 6 800 € pour la protection, des protections individuelles.
Un rajustement aussi de crédit de 2400 € pour un contentieux, donc avec un fournisseur de produits d'entretien. Et puis la taxe foncière donc, qui concerne l'eau et l'assainissement, mais vous verrez qu'elle est aussi en recette, puisqu'on l'a refacturée à la communauté de communes. En fait, le transfert n'a pas été fait pour cette taxe foncière à la communauté de communes, et donc on l'a payé à la ville et on se fait rembourser par la communauté de communes, mais on ne l'avait pas budgété sur le budget principal. Et puis des charges exceptionnelles, donc une annulation de titres à hauteur de 7 500 € pour une redevance d'occupation du domaine public d'Enedis en 2019, et puis pour 1 200 € de la rétrocession pour une concession au cimetière Ségalan. Sur les recettes de fonctionnement, donc un équilibre à 126 000 €, donc avec un certain nombre d'ajustements favorables, de crédits favorables sur des coupes de bois pour 16 000 €, sur du droit de stationnement pour 12 000 €, sur du forfait post-stationnement pour 5 000 €, pour des charges dues par le CIAS et la communauté de communes pour 5 700, 27 000 et 13 000 €, et puis des charges diverses pour le déménagement de l'ancienne synagogue pour 2 000 €. Sur les impôts et taxes, donc un rôle supplémentaire pour 10 000 €, et sur les dotations et participations, un remboursement supplémentaire de 2 300 € de fonds de compensation de TVA, et puis 2 000 € pour les compensations indirectes, impôts sur les spectacles. Sur le compte 75, donc autres produits de gestion courante à 14 500 € pour diverses locations de terres agricoles, la location du cinéma Trianon, et puis la vente de masques aux collectivités, qu'on a, vous le voyez dans l'ADN, donc qui sont en moins au compte 70-18 et qui viennent se rajouter donc, sur les autres produits de gestion courante. Parce qu'on avait fait des commandes de masques pour un certain nombre de collectivités, communes, voisines. On a mutualisé, donc on a économisé un peu d'argent, et on leur a fait économiser un peu d'argent sur le prix d'achat de ces masques. Sur les produits exceptionnels, donc, quelques dégrèvements de TF, et puis un remboursement DF pour 6 800 €, donc cette DM en fonctionnement équilibré à 126 400 € en investissement. Donc un peu plus important, puisqu'on a un total qui est équilibré à 1 266 750 €, avec 3 ou 4 éléments importants, donc des compléments de travaux pour la chapelle des pénitents pour 47 250 €, un achat de terrain juste à côté, à l'entrée du cimetière du Ségalan pour 42 000 €, donc il n'a pas été budgété au départ, et dont on a eu ce terrain, on a eu l'occasion de l'acheter dans le courant de l'année, on l'a fait. Et puis les subventions d'aide au commerce, donc à l'Office du commerce pour 50 000 € pour cette deuxième opération d'accompagnement des commerces, et une subvention au pôle santé du Fauche pour 17 500 € qui a permis de lever 70 000 € de leader programme européen. Donc il fallait un cofinancement local. Sur les immobilisations incorporelles des acquisitions foncières pour 15 000 €, et puis la maison Reversa, donc, qui est située juste à côté de la synagogue, donc pour 30 000 €. Et la grosse opération qui concerne donc, cette DM, c'est les 1 80 000 € d'intégration des frais d'études du musée de Gévaudan, qu'on va trouver autant en dépenses d'investissement qu'en recettes. Et donc ça va nous permettre en 2021 de récupérer la TVA sur toutes les dépenses qui ont déjà été engagées pour le musée de Gévaudan. Donc on aura un crédit de TVA de plus de 200 000 € sur ces opérations. Donc là pour les dépenses d'investissement. Sur les recettes, donc il y a un certain nombre d'opérations de régularisation par rapport notamment à de la DETR des années précédentes qui ne sera pas perçue parce que les opérations avaient été bien financées, et finalement on s'en retrouve avec moins de dépenses, donc mécaniquement moins de perception de financement public et notamment de DETR. Un certain nombre d'opérations, enfin une opération qui concerne la réfection de la chapelle des pénitents avec une aide de la région qu'on n'avait pas inscrite de 42 000 € et qui est arrivée.
On décale aussi à 2021 la DETR pour l'informatisation des services, l'ensemble des services pour 108 000 euros. On a une subvention supplémentaire du département pour 12 932 pour la sonorisation de l'espace événement. C'est les dernières opérations du contrat territorial qu'on a avec le département et qu'on a passé les délibérations au dernier conseil municipal. On a 400 000 euros donc, de subvention complémentaire du département aussi pour le musée du Gévaudan. On a une subvention aussi concernant la scénographie de la cathédrale à 13 693 euros. On a un changement de ligne pour le cinéma du Trianon, puisqu'on avait demandé de la DETR pour 580 000 euros. Au final, c'est de la DECIP qui nous est attribuée. Et puis, on a 117 500 de subvention du département pour les boulevards qu'on avait dans le contrat territorial. Il nous fallait les matérialiser dans le budget. Idem pour les grosses réparations de voirie, donc une aide du département de 95 873 euros et de la DETR aussi pour des aménagements de sécurité sur les voiries pour 19 940 euros. Et enfin, le parking de la filature pour 34 107 euros, donc avec une aide du département de 44 107 euros, et puis un dégagement du solde du fonds Barnier pour 10 000 euros. Et sur les hors opérations, alors juste la bonne page, c'est la dernière. Donc on a 117 700, non, je me trompe. Où c'est que je l'ai celui-là? Donc on a 34 000 d'emprunts et dettes assimilées avec des produits attendus qui sont supérieurs pour le fonds de compensation de TVA, donc, qui sont de 570 791 euros, et on avait budgété que 550 000, de la taxe à l'aménagement en plus aussi pour 14 000 euros, et on a des DETR qui sont à moins, avec les amendes de police aussi qui ont largement été diminuées, puisqu'on avait eu un peu plus de 80 000 en 2019, donc on n'a que 50 041 euros en 2020. Et puis une baisse mécaniquement de l'équilibre de la section, donc avec la ligne d'emprunt, donc qui est diminuée de 343 224 euros, donc pour équilibre de la section, sachant que je l'ai déjà dit la dernière fois, je vous le redis, l'année 2020 se sera passée sans emprunt. Et puis les opérations patrimoniales, donc on retrouve les 1 080 000 qui concernent l'intégration des frais d'études et de travaux sur le musée du Gévaudan. Et puis une annulation de crédit pour compte de tiers aussi pour 27 000 euros avec le département, donc un équilibre en recettes comme en dépenses de 1 266 750 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sachant qu'on a fait la commission la semaine dernière, on a pu regarder un peu plus dans le détail. Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Des abstentions? Je vous remercie. L'ADM qui concerne le budget annexe de la culture, donc il y a un équilibre à 15 000 euros qui est enlevé. Je ne sais pas si je l'ai celui-là. Donne-moi-le. Merci. 15 000 euros qui sont enlevés des charges à caractère général pour équilibrer la section parce qu'on a été obligé de rajouter 15 000 euros aux autres charges exceptionnelles concernant le remboursement des spectacles qu'on a annulés à nouveau cet automne, et donc il y a des remboursements qui sont à faire. Voilà. Est-ce que ça suscite des questions, des oppositions, des abstentions? Les autres sont favorables, je vous remercie. Le budget annexe de la cité administrative en équilibre pour 5 000 euros, puisqu'en fait en 2020, on rembourse 5 000 euros d'emprunt supplémentaires par rapport à ce qu'on avait inscrit au budget principal et au budget primitif. Est-ce que ça suscite des questions, des oppositions, des abstentions? Et le reste favorable? Même ce qui est évident, vous ne voulez pas le voter. Ça, c'est curieux quand même comme opposition. Mais bon, c'est comme ça.
c'est votre position depuis 6 mois, donc vous ne changerez pas, c'est très bien. Ouais. Mais non, mais là, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Non. Mais oui, je suis obligé de le faire, puisque là, c'est une évidence. On ne peut pas faire autrement que de rembourser ces 5 000 € de plus. Donc, allez, on passe au point numéro 4. Non, ça c'est fait. Le point numéro 5, donc l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Office du Commerce. Madame Minet-Trénala. Oui. C'est le point qui a été remis sur table aussi. L'OTI, membre du cœur de Lozère, l'Office de commerce, la commune de Mende et notre collectivité se sont associés pour constituer une cagnotte de 100 000 €, ce dans le but d'aider les commerçants. C'est celui qui était sur table, 120 000, oui. Et ce dans le but d'aider les commerçants à faire face à la sortie du confinement lié à la crise sanitaire Covid-19. Cette cagnotte a pour vocation d'alimenter un certain nombre de mesures de soutien et de relance du commerce local porté par l'Office de commerce. Une des illustrations de ce dispositif réside dans l'octroi de chèques à cœur sous certaines conditions. Ainsi, après avoir effectué des achats dans les boutiques mandoises et sur le territoire de la communauté de communes, hors souverain et intermarché, il suffit pour le bénéficiaire de se rendre à l'Office de commerce avec son ticket de caisse d'au moins 15 € d'achat afin de profiter des chèques à cœur à utiliser sur la même zone pour une période déterminée. Ces chèques représentent 20% du montant des achats dans la limite de 500 € d'achat. Considérant que cette opération est nécessaire pour aider les commerçants à sortir de la crise de Covid-19, attendu que l'attribution d'une subvention communale à hauteur de 35 000 € permettra à l'association Office de commerce Cœur de Lozère d'aider les commerçants à rebondir, vu le montant global de cet investissement, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'équipement à l'association Office de commerce Cœur de Lozère de 35 000 €. Merci Madame Minet-Trénala. Donc je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, des oppositions, des abstentions? Oh, et vous avez voté pour. Ben, c'est gentil, merci. J'ai compris, ouais. Elisabeth Minet-Trénala ne participe pas au vote. Donc on va passer au point numéro 6 pour le mandat pour la conclusion du transfert des baux de la SAIM à la SAHLM Lozère Habitation. Je vais redonner la parole à Madame Bourgade. Dans le cadre de la loi NOTRe, il avait été indiqué par l'État qu'un seul bailleur social pouvait perdurer sur le département à condition qu'il ait plus de 12 000 logements à gérer. Donc sur notre département, il y a 3 bailleurs sociaux, donc la Seine, Polygone et Lozère Habitation. La SEM, compte tenu de ces 554 logements à l'heure actuelle, ne pouvait pas prétendre donc perdurer au-delà du 31 décembre 2020. Donc des discussions ont été entamées depuis début 2019 avec la société Lozère Habitation et son directeur, M. Blanc, pour arriver à un accord de principe sur la cession. Disons que la SEM va séparer en deux ses activités. Une partie des activités qui sont les logements seront cédés à Lozère Habitation et l'autre partie fera l'objet de la création d'une nouvelle société. Donc aujourd'hui, les accords, ce sont uniquement des accords de principe sur les baux amphithéotiques qui sont différents suivant les immeubles. Donc il est proposé de les mettre tous à 35 ans pour permettre à Lozère Habitation de pouvoir financer leur achat
des parts de la société. Et donc la collectivité restera propriétaire du foncier. Et aujourd'hui encore, la résidence Piancourt ne fait pas partie de l'ensemble qui va être cédé. Aujourd'hui, il y a encore des discussions concernant cette résidence. Donc, vous avez sur votre feuille le montant de l'accord, c'est-à-dire 21 250 000. La résidence Saint-Jean, elle est propriété de la ville, pleinement propriétaire de la ville, donc elle sera traitée à hauteur de 4,2 millions. Tous les logements, les 116 logements de Fontanille sont propriété exclusive de la SAIEM, donc nos habitations réglera avec la Seine. Et donc, il vous est proposé de vous prononcer en faveur de ce projet et de donner à M. le maire mandat pour finaliser l'accord et également pour effectuer l'ensemble des démarches et signer les pièces préalables à la conclusion de cet accord. Sachant que l'accord ne pourra pas intervenir au 31 décembre, mais l'État permet d'aller au moins jusqu'au premier trimestre 2021 pour finaliser les accords, qu'ils soient ici ou qu'ils soient sur d'autres villes du territoire. Je sais pas, Merci Madame Bourgade. Donc, oui, donc la loi Elan s'impose à nous et donc c'est la loi, c'est l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique donc, qui a été votée le 23 octobre 2018 et qui, je n'y reviens pas dessus, impose donc un certain regroupement de bailleurs sociaux et la possibilité sur des territoires comme le nôtre où il n'y a pas 12 000 logements sociaux sur un département comme la Lozère, de garder un opérateur local. Il y a 2 opérateurs. Madame Bourgade vous l'a dit, il y a 3 opérateurs, mais il y en a 2 qui sont issus du territoire, la SAIM et la SHM. Donc l'idée, c'était de rentrer dans une stratégie à caractère local, mais aussi départemental, et donc de discuter d'une stratégie avec l'ensemble, avec le partenaire local historique, la SHM. Donc c'est tout l'objet des discussions que nous avons depuis la mise en œuvre de cette loi et puis plus particulièrement, comme le soulignait Mme Bourgade, depuis le début de l'année 2019, donc un certain nombre de discussions. Pour arriver à cette discussion, bien sûr, on s'est appuyé sur un certain nombre d'éléments. La SAIM s'est appuyée sur un certain nombre de travaux qui ont été effectués par le Crédit Foncier de France, c'est ça Pascal, donc pour une évaluation du patrimoine. Et puis aussi, comme on était dans une stratégie, on a aussi regardé qu'est-ce qui se passait une fois que la SAIM ne disposait plus de ces logements, qu'est-ce qui se passait pour l'avenir de la SAIM. Donc Mme Bourgade vous l'a dit, il y a l'idée et on y travaille encore aujourd'hui, puisqu'on a repris un bureau d'études à caractère financier et juridique pour nous accompagner dans cette scission de partage de SAIM pour arriver à conserver une structure locale qui rende des services comme a pu le rendre la SAIM pendant de nombreuses années depuis sa mise en place. Je rappelle que la SAIM elle a été faite pour faire du logement social. À l'évolution, et notamment avec Jean-Jacques Delmas, au cours des années, après les années 85, après qu'il ait été élu sur son premier mandat, donc la SAIM s'est plus structurée. Pascal Caillot était embauché à ce moment-là, c'était 88, 89. Et d'autres actions sont arrivées dans cette société, le village vacances, l'auberge jeunesse, le cinéma, le parc Acrobranche, le développement de la zone commerciale de Rami, enfin plein de sujets qui ont été portés par cette société au cours de ces temps. Donc là l'idée c'est quand même de conserver un outil sur le territoire, d'avoir une stratégie départementale avec la SAHLM, mais d'avoir aussi une stratégie locale. Et on a discuté avec la SAHLM sur la valorisation de la société, bien évidemment, mais aussi on a discuté, comme l'a souligné Mme Bourgade, sur le fait que la ville ne devait pas se perdre quoi que ce soit, donc on transfère des baux, on ne vend pas du foncier, donc in fine, après que le contrat sera passé, donc après
les 35 années, la ville retrouvera la pleine propriété d'une très grande partie des bâtiments qui sont aujourd'hui, qui font l'objet du contrat et qui vont faire l'objet dans les prochaines semaines du contrat avec la SHM. Mais j'ai souhaité aussi que, dans le cadre de cette discussion, la ville prenne toute sa place aussi au sein de la SHM, qui me semble normal, puisqu'aujourd'hui, le nombre de logements sur Mende représente un poids certain de la SHM à l'échelle départementale. Avec cette opération de 493 logements supplémentaires, puisque, comme vous l'a dit Madame Bourgade, on met de côté pour l'instant, quelques semaines encore, la résidence Puencourt. Avec cette opération, le poids du logement social mandois dans la SHM va encore être plus prépondérant. Donc j'ai demandé des gages à Sébastien Blas, au conseil d'administration, qui doit se réunir la semaine prochaine, et conseil d'administration dont les principaux tenants sont bien sûr au fait de ces travaux et de ces négociations et sont bien sûr d'accord avec ce qu'on vous présente ce soir. J'ai souhaité que la ville de Mende, qui n'était pas représentée au sein du conseil d'administration, fasse partie de cette gouvernance, soit au conseil d'administration de la HLM, pour peser de tout son poids aussi sur les intérêts de la ville de Mende. J'ai souhaité que la SHM écrive noir sur blanc quels étaient ses projets sur Mende dans les 5 prochaines années. J'ai souhaité qu'elle nous propose quels sont aussi ses projets de réhabilitation sur nos propres logements. Et là, je crois qu'on ne s'est pas trop mal défendu, puisqu'il y a une enveloppe de 2 fois 1,5 million d'euros qui est réservée par Sébastien Blanc en 2021 et en 2022 pour faire de la rénovation sur nos bâtiments existants. Et on a insisté sur un point qui me semble essentiel, c'est que tous les bâtiments qui sont sur la partie sud de la ville, qui sont chauffés à du chauffage électrique, on puisse mettre à l'intérieur un réseau d'eau, de chauffage central, et qu'on puisse, chaque fois que ça sera possible, et je crois que c'est tout le temps possible sur ces bâtiments-là, les raccorder au réseau de chaleur. Et chaque fois que ça sera possible, en cœur de ville aussi, essayer de faire le travail du même point de vue. Essayer d'amener du confort aussi dans le logement, avec des coûts de fonctionnement et d'énergie qui soient maîtrisés pour le locataire. C'est un élément qui est pour moi, il y a l'accord sur la rétrocession, c'est très bien, mais le fait qu'on puisse, sur plusieurs centaines de logements, améliorer le confort des résidents, là on est dans le vrai. Et on amène quelque chose de positif pour l'ensemble des locataires. Donc c'est très important. Et j'ai souhaité aussi, Madame la première adjointe vous l'a dit, donc que la ville garde sa maîtrise foncière et donc in fine le logement. Mais j'ai souhaité aussi que dans le cadre de cette action, on se projette vers l'avenir. Qu'on se projette vers l'avenir avec la nouvelle société. On a 3 enjeux. Du moins, moi j'ai déterminé 3 enjeux. Le premier qui est autour de l'action du programme Action Cœur de Ville. Le deuxième qui est autour des énergies renouvelables. C'est un dossier qui me tient à cœur. Et on va pouvoir avancer avec ces éléments-là. Et puis le troisième qui est autour parfois de la difficulté sur nos territoires ruraux, nos petits territoires, d'avoir de l'accompagnement en maîtrise de l'œuvre en ingénierie pour porter des dossiers, pour faire avancer les dossiers plus vite. On a une très belle équipe au sein de la mairie de Mende, au sein de la communauté aux communes, au sein du CIS, et pour autant, de temps en temps, il nous manque un peu de la force, de la puissance de frappe pour faire avancer les dossiers un peu plus vite. Et donc, les enjeux de la nouvelle société sont bien sûr sur le village de vacances, bien sûr sur le cinéma qui va être agrandi, bien sûr sur l'auberge de jeunesse et un certain nombre d'autres sujets, mais seront aussi sur cet aspect-là, et pas qu'à l'échelle de la ville de Mende, mais sûrement à l'échelle de la communauté de communes, prépondérants pour essayer d'accompagner la ville et les communes voisines dans leurs projets. On a besoin, bien sûr, de continuer à construire la ville. On a besoin de remettre à niveau un certain nombre d'équipements publics. On a un certain nombre d'écoles, pour le dire vrai, l'école Gérard Pons et puis l'école d'Échelle, sur lesquelles on doit faire des investissements. Donc on a des investissements publics à faire. Il faudra qu'on travaille la question du théâtre, il va falloir qu'on travaille la question
de la place Charles de Gaulle. Tout ça, c'est dans notre programme des élections. Vous pouvez l'ouvrir, le lire. Donc, on est quand même dans une stratégie, je le redis, depuis le début de l'année 2019, pour l'avenir aussi. Et puis, je crois qu'on devra s'engager et s'investir plus que jamais, puisqu'on ne l'a jamais fait, sur des investissements qui sont productifs. De ce point de vue-là, les énergies renouvelables sont des investissements qui sont productifs et la ville va avoir les moyens, avec la nouvelle société à créer, va avoir les moyens peut-être d'investir dans ces dispositifs-là. Et donc ça produira aussi des revenus sur le long terme pour la collectivité mairie-le-Mans. Donc tout ça a du sens, tout ça est réfléchi, tout ça est calculé, tout ça a été discuté. On a passé de nombreuses heures à travailler sur ce dossier, on a passé de nombreuses heures à réfléchir la nuit sur les orientations qu'on pourrait donner, on a passé de nombreuses heures et de nombreux jours, voilà, sur ce dossier, et je crois qu'on arrive sur un protocole d'accord avec donc la SAHLM. On gardera un opérateur départemental, c'est une chose quand même qui est soulignée aussi, parce que si on ne s'entend pas avec la SAHLM, et que les deux opérateurs restent vont s'associer avec un opérateur forcément hors département, mais la SAHLM, elle perd de sa puissance dans le département. Et dans ce département, on a plus que de besoin qu'effectivement cette SAHLM garde toute sa puissance. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, monsieur le maire. Donc j'ai bien noté qu'il n'y avait pas de transfert de propriété, mais la mise en place de points phytovoltaïques. J'ai une première question, j'ai du mal à saisir le chiffre qui est mentionné de 21-25 millions d'euros. Est-ce que ça représente la valeur théorique des loyers que va récupérer la société HLM sur 35 ans? Ou est-ce que c'est une valeur de cession, entre guillemets, ou de mise en place de ces baux? Et donc ma première question, c'est au final, combien immédiatement va récupérer la Sayenne? Et indirectement, puisque la ville de Mans est principale associée de la Sayenne, quelle sera la somme sur laquelle peut compter la commune de Mans? Selon votre réponse, oui, j'aurai une proposition que ça va vous faire. Alors, donc sur la valorisation, il y avait deux possibilités de valorisation. Soit on vendait des mètres carrés, entre guillemets, de logement, mètres carrés, on a une étude qui est faite là-dessus, ou soit on a une valorisation, et c'est ce deuxième choix qui a été fait, en fonction du chiffre d'affaires qui est aujourd'hui généré par la location des appartements. C'est souvent comme ça que ça se passe en matière de logement social quand il y a de la transaction. On ne le fait pas par rapport au mètre carré qu'on achète, mais on le fait par rapport au chiffre, entre guillemets, c'est au loyer qu'on perçoit annuellement. Donc la base de négociation a été faite sur ce principe-là. On a accepté effectivement de prolonger la durée moyenne des baux pour avoir une durée unique de 35 ans. Donc on rajoute un peu plus de 7 ans, je crois, la durée des baux. C'est beaucoup, mais c'était aussi le pendant à ce que je vous disais tout à l'heure, de récupérer en termes d'investissement sur finalement ce qui nous reviendra in fine sur nos appartements, donc des réseaux d'eau chaude, enfin des réseaux d'eau pour véhiculer de l'énergie à l'intérieur de ces appartements. Et donc ça quand même, ça renforcera et il y aura quand même quelques gros investissements qui seront faits. Donc c'est valorisé, on prend le chiffre d'affaires, on le multiplie, on enlève pardon la RLS, puisqu'entre-temps on a eu à financer cette RLS, et puis il y a un ratio de 7,10 qui est le ratio moyen qui est utilisé pour faire le calcul d'une valorisation globale. Et donc on est parti sur ce calcul-là pour arriver aux 21 250 000 euros. Sur ces 21 250 000 euros, il reste, alors je n'ai pas les chiffres, alors le 21 250 000, c'est comme on dit à la montagne, la patch qu'on a fait. Après, je ne vais pas vous donner des chiffres qui seront extrêmement précis sur la déclinaison, mais je vais vous donner les grandes lignes. La première grande ligne, c'est qu'il nous reste à rembourser peu ou prou d'emprunt à la SAIM, 5,5 millions. Et encore, il faut enlever le million de la résidence Pianco. Donc, prenez 4,5 millions. Je les arrondis, hein. C'est 4 570 000. Donc, vous avez, il faut enlever cette somme-là.
Il faut enlever la vente qu'on aura passée ici en conseil municipal de l'immeuble Saint-Jean, 99 logements, qu'on va vendre à la SHLM, mais c'est la ville de Mende qui est propriétaire et qui va les vendre. Avec le fait qu'aujourd'hui, on est engagé sur un bail qui court, Pascal, jusqu'au 31 décembre 2026 ou 2027. Et donc, il y a un bout là, une bricole qui revient à la SAIM. La vente, elle se fera à la ville, mais le reste viendra, il y en a un petit bout qui viendra à la SAIM. Donc, si vous enlevez à 21 250 les 4 millions 5 d'emprunt, les 4 millions 2 arrondis aussi de Saint-Jean, vous ensuite, vous avez la valorisation nette pour la SAIM, qui doit être divisée par 2, puisque 50% de la SAIM appartient à la ville et 50% appartient à la Caisse des dépôts et consignations. Et donc vous avez les chiffres là qui vous permettent de déterminer le montant, grosso modo, qui va revenir à la ville. Alors il y a encore quelques éléments de provision pour impayés, de provision pour travaux. Alors il faut déduire tous ces petits éléments-là qui vont jouer quand même un petit peu qui vont venir un peu à moins, mais c'est quelques centaines de milliers d'euros, quelques petites centaines de milliers d'euros. Voilà. D'accord, donc je vous remercie pour ces précisions. La commune peut compter sur 5-6 millions d'euros. Presque 10. Oui, 10 c'est le total, mais 50% de la SAIM, donc ça fait effectivement la moitié. Écoutez, je vous fais une proposition. C'est pas tous les jours qu'une collectivité reçoit une telle somme. Est-ce que vous envisagez d'utiliser cette somme en partie? Je penserais que ce serait bien de l'utiliser en grande partie pour désendetter la commune et baisser les impôts de tous les Mondois. Alors mécaniquement, c'est de l'argent qui va atterrir sur les sections d'investissement. Donc baisser les impôts des Mondois, on a commencé à le faire, il ne vous a pas échappé, 2 années d'affilée, on va voir comment on continue en 2021. C'est du fonctionnement, ce n'est pas de l'investissement. Ensuite, baisser les annuités d'emprunt, on les baisse depuis 2018-2019. Donc la dette a baissé, cette année elle va passer sous les 900 €, c'est ça par habitant. Donc on va revenir à la moyenne de la strate pour une ville-préfecture, c'est pas mal. Et on va continuer bien sûr, puisqu'on aura cette marge financière, mais cette marge financière, il faut qu'on l'utilise, je crois, dans le temps. Et je crois qu'il faut qu'on l'utilise sur des investissements qui soient judicieux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé, et j'ai commencé à travailler, il y a déjà quelques temps, sur des investissements qui sont productifs. C'est pour ça, par exemple, qu'on négocie depuis 10 ans, et j'espère qu'on va y arriver, même s'il y a encore quelques incertitudes, sur le projet d'éoliennes du bord de Pelouse. Alors on est pour, on est contre les éoliennes, c'est pas la question. Et ce qu'on a négocié avec Alain Bertrand, c'est qu'on rentre dans la société d'exploitation, que les collectivités locales rentrent dans la société d'exploitation, le bord, Pelouse, la communauté de communes, la commune de Mende, avec la Caisse des dépôts, la SAIM à l'époque, elle était signataire d'un engagement. Et donc on a négocié d'avoir un taux, écoutez bien, un taux de rémunération quand on sera et de rendement, quand on sera dans cette société, de 6,7%. Ce qui est pas mal, quand vous le comparez au taux du livret A. C'est même exceptionnel. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'on prenne une partie de ce revenu-là, qui est exceptionnel. Cagnotte, pour Cagnotte, moi, ça me rappelle 2002, Cagnotte, j'aime pas trop, parce qu'elle a été dilapidée rapidement. Moi, je vais essayer que justement, on la maîtrise et que ça produise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut aussi qu'on investisse dans des outils productifs, dans des investissements productifs. Et donc, on aura aussi à travailler sur d'autres outils, nous en proposerez. Alors là, on est dans le cadre d'un partenariat avec une société qui est venue d'Allemagne au départ pour porter ce projet éolien. Maintenant, c'est Total qui a racheté, très bien. Mais demain, je vous en proposerai sûrement où on les portera en propre. On fera nos propres investissements, donc on aura le rendement ici sur Mende. Et ça nous aidera sur notre fonctionnement. Donc ça nous aidera dans ma politique de baisse des impôts, M. Pouget. Oui, mais moi je pensais plutôt sur la section investissement, puisque le capital, sauf pour ma part, c'est la section d'investissement.
ça aurait été de racheter une partie des dettes, non pas pour baisser les impôts de quelques dizaines ou même quelques euros cette année, pour avoir une marque plus forte et symbolique d'une baisse forte des impôts. Non, là, vous mélangez l'investissement et le fonctionnement. Le remboursement du capital, il est toujours sur l'investissement. Donc on peut décider d'une politique de remboursement, mais ça va nous coûter une blende. Mais ça va nous coûter une blende sur le fonctionnement. Parce qu'il y a toujours des annuités de rachat, des coûts de rachat d'emprunt, et donc on ne s'aventurera pas vers là. D'autant plus qu'on a des taux qu'on a renégociés, certains prêts qu'on a renégociés en 2018, qui ne sont pas les meilleurs. On n'est pas à moins de 1%, ça c'est certain, mais pour autant, on a remboursé déjà pour certains 5, 10 ans, et donc on a remboursé beaucoup d'intérêts. Donc on n'a pas intérêt de rentrer dans cette logique de remboursement de capital d'emprunt parce que ça nous coûterait en fonctionnement. On a plutôt intérêt à rentrer en logique d'investissement sur des choses qui nous rapportent. Mais on est une collectivité publique, et j'insiste là-dessus aussi, on a aussi intérêt à investir sur des outils de politique publique. Donc on le fera. Je parlais des écoles tout à l'heure, je pense que ça a du sens. Donc on fera un mix entre des investissements publics qui sont utiles à la ville, qui sont nécessaires, et puis des investissements productifs, si tout le monde en est d'accord, si on arrive effectivement à avancer là-dessus, mais j'ai bon espoir. Voilà. Il y a d'autres demandes de prise de parole. Je crois que c'est un très bon dossier. Alors, je n'aime pas trop mettre le travail qui est fait en avant, mais quand même. Avec Pascal Caillot, donc, qui est là, lui, depuis 30 ans, donc à la SAIM. Je crois qu'il a produit un vrai travail sur ces 30 ans. On lui a fait porter un certain nombre de dossiers, parfois qui étaient compliqués, parfois qui étaient en dehors de ses compétences, parce qu'au départ, je rappelle que la SAIM, c'était du logement social, et donc il a fait le job avec ses équipes. Donc je crois qu'on avait une belle société, et je crois que demain, ce qu'il nous faut construire aussi, c'est une nouvelle société, alors qui sera peut-être plus innocente. C'est ce qu'on est en train de regarder. Peut-être on partira plus facilement sur une société publique locale. Mais voilà, on avait un bon outil, il faut que demain aussi, la caisse des dépôts, là, qui elle aussi va prendre un peu d'argent, il faut qu'on soit capable ici de lui dire il faut revenir et investir à Mende. Il ne faut pas que cet argent de la caisse des dépôts qui a été généré par le territoire, parce que la caisse des dépôts, elle a combien au capital? 200 000 euros, capital de la SEC, et elle aurait aujourd'hui un chèque autour de ce que vous annonciez tout à l'heure, 5-6 millions d'euros. Cet argent, il ne faut pas qu'il... Enfin, il va partir mécaniquement, ça on peut pas mais il faut qu'on le fasse revenir. Il faut qu'on soit malin pour qu'ils viennent réinvestir sur Mende. Voilà. Donc on avait la scène, je voulais remercier Pascal, il a bien fait de venir aujourd'hui, et tu peux transmettre aussi le message à tes équipes, parce que je crois que depuis 2 ans, on travaille d'arrache-pied pour que ça se fasse. Et la semaine prochaine, chance, on va passer aussi un très bon dossier qu'on traîne depuis longtemps, qui est le village de vacances. Et là aussi, on a bien travaillé, je crois, pour les perspectives d'avenir de ce village de vacances. On passera ça au conseil communautaire. Donc je crois que là, on a un vrai bon dossier qui a été bien travaillé. On a passé beaucoup de temps avec la Caisse des dépôts à discuter. On a essayé à l'interne de beaucoup réfléchir à la stratégie qu'on pouvait adapter pour justement en faire profiter, à être le plus vertueux possible dans cette loi qui nous tombe dessus. Si la loi ne nous tombe pas dessus, jamais de la vie on va faire cette opération. Là, on est contraint par la loi. On applique la loi. On est républicain et donc on applique la loi. Mais on a essayé quand même d'y réfléchir beaucoup pour que ça soit productif pour la ville de Mende et pour que ça soit productif pendant longtemps. Je parlais tout à l'heure du réseau de chaleur qui doit être un outil qui va durer plusieurs dizaines d'années encore, voire plus. Et donc là aussi, je crois qu'il y aura intérêt demain à ce que ceux qui seront aux commandes de la ville, là, avant 2032, mais qu'ils aient bien l'ambition de reprendre et de le traiter par eux-mêmes, ce réseau de chaleur, de le faire fructifier par les seules compétences de la ville, pour que ça soit profitable pour les Mendois, par le prix qu'ils payeront, ou parce que ça générera des recettes pour la collectivité mairie de Mende. Donc on est quand même, voilà, on réfléchit
vous nous dites toujours, vous m'accusez toujours que je ne fais que de la politique. Non, je réfléchis à très long terme. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Est-ce qu'il y a... Mais elle n'est pas là. Alors donc... Eh oui, mais elle n'est pas là, donc... Elle est sortie pour ça? D'accord. Donc Madame Diaz, qui travaille à la société H&M, ne prendra pas part au vote. Donc sur ce sujet, qui est un sujet éminemment important, j'espère que j'ai su vous retranscrire un peu tous les éléments qui le concernent. C'est un sujet quand même qui est compliqué, complexe, et qui n'est pas... Aujourd'hui, on commence les premières délibérations, on aura d'autres à passer. J'espère que j'ai réussi à vous dresser un tableau qui était clair avec Madame Bourgade, donc on a réussi à vous présenter la situation telle qu'elle était. Donc est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc l'opposition s'abstient, et donc ne voit pas de stratégie à long terme. Et donc la majorité vote pour. Je vous remercie. Numéro 7 qui concerne les ressources humaines. Donc on a plein de points sur les ressources humaines. Donc si vous voulez, on va peut-être avancer, sauf si essayer d'avancer un petit peu vite. On vous propose la revalorisation du montant des tickets restaurants pour nos agents, donc communes. On aura pareil à la communauté de communes et au CIS. Donc il vous est proposé d'augmenter la valeur faciale des tickets restaurants pour les porter à 8 €. Donc 50 centimes de plus, et 50 centimes qui seraient pris en charge par le budget de la ville de Mende. Est-ce que ça suscite des questions? On a fait le comité technique ce matin, M. Abed était présent, et donc ça a été voté bien sûr à l'unanimité. S'il n'y a pas de questions, je le mets au voie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 8, qui est la revalorisation du montant de la participation au financement de la protection sociale pour les agents fonctionnaires contractuels relevant du droit public et privé pour le risque santé. Donc là aussi, c'est plusieurs réunions de travail avec les représentants des personnels de la ville, donc comme pour les chèques resto. Donc on vous propose d'augmenter de 5 € pour la porter à 25 € la participation de la ville sur cette contribution, donc 25 € mensuels. Donc c'est la couverture santé de ces agents. Est-ce que ça suscite des discussions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 9 qui là aussi vous propose de revaloriser le montant de la participation au financement de la prévoyance, donc qui avait été mise en place il y a quelques années, avec là une volonté de favoriser plus les petites catégories, les bas salaires entre guillemets, donc de favoriser les catégories C, un peu moins les catégories B, encore un peu moins les catégories A, pardon. Donc on avait adopté une délibération à 12 € pour les catégories C, 10 € pour les catégories B, 9 € pour les catégories A. Et donc, après discussion là aussi avec la représentation des employés, des agents, je vous propose d'augmenter, en accentuant un peu le différentiel pour les catégories C, donc de le porter de 12 à 20, pour les catégories B de le porter de 10 à 15, et donc pour les catégories A de le porter de 9 à 12. Là aussi, comme pour les tickets resto et la santé, le comité technique s'est prononcé ce matin avec un avis favorable à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet, des commentaires? Non, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point numéro 10, je vais laisser la parole à quelqu'un, M. Trottoin par exemple, pour aller nous présenter le point numéro 10 qui concerne donc l'avenant, le 7e avenant à l'accord cadre sur la réduction du temps de travail, donc, qui date de 2001. Donc l'avenant numéro 7 au protocole d'accord ARTT. Donc, vu la loi numéro 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, article 47, vu le protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, vu les réunions de travail des 26 octobre
23 octobre 2020 réunissant les représentants du personnel, vu l'avis du comité technique du 10 décembre 2020, l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique impose d'harmoniser la durée du temps de travail de l'ensemble des agents de la fonction publique en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale. L'Assemblée délibérante doit redéfinir l'organisation du temps de travail dans le respect du dialogue social. Compte tenu de l'obligation légale d'effectuer 1607 heures, comme il a été rappelé la dernière fois, effectif de travail pour un agent à temps complet, et compte tenu de l'organisation du temps de travail sur une disposition décrite ci-dessous, il convient de modifier le droit des agents. Donc, sur les 365 jours de l'année, nous avons un repos hebdomadaire 104 jours, 8 jours fériés, 25 jours de congé annuel, donc 228 jours travaillés, le nombre d'heures, ça fait donc 228 fois 7 et 1596 heures arrondies à 1600 heures, plus de jours de solidarité à 7 heures, ça nous fait 1607 heures. Donc à compter du 1er janvier 2021, les droits à congé pour un agent effectuant 37h30 de travail hebdomadaire, 5 jours par semaine, seront les suivants: 25 jours de congé annuel, 15 jours de RTT, donc un reversé par la journée de solidarité, et maximum de 2 jours bonifiés selon les conditions d'acquisition. Le règlement du compte épargne-temps, dernièrement approuvé lors de la séance du 8 décembre 2016, que vous avez aussi dans vos papiers, sera modifié en son article 2, annexé au document. Les modalités d'acquisition des jours de RTT de logiciel de gestion du temps feront l'objet de notes internes. Il vous est donc proposé qu'une réflexion soit menée au cours de l'année 2021 sur d'éventuelles modifications de la RTT par service en tenant compte des dispositions légales, de l'intérêt général, conditions de vie du travail, efficacité des services, etc. Et enfin de répondre aux besoins des services publics des usagers. Merci, M. Trodouin. Donc là, encore une fois, la loi s'impose à nous concernant les fameux jours exceptionnels, ou plutôt le fait que chaque agent doive faire les 1600 heures plus les 7 heures de la journée de solidarité, donc au total 1607 heures s'impose à nous. Et donc on a discuté longuement à plusieurs reprises, et puis encore ce matin au comité technique, donc avec l'ensemble de la représentation des personnels de la mairie sur la mise en place. Là aussi, on a eu un vote final à l'unanimité, et donc on vous propose bien sûr de respecter la loi, ce qui supprime, au final, il y avait 4 jours exceptionnels, mais dans le calcul, comme il a été conduit en 2001 sur l'accord de la réduction du temps de travail, il y avait 11 jours de RTT, donc on va passer à 14 jours de RTT, déduction faite à la journée de solidarité. Donc en fait, c'est un jour de travail qui est supprimé. Alors je sais, on en a discuté longuement avec les personnels, et je comprends déjà que c'est en recul socialement, c'est jamais bon. Et je partage tout à fait leur avis de ce point de vue-là. Je sais aussi qu'ils auraient préféré effectivement que ce temps de travail soit réparti sur la journée et non pas qu'on supprime un jour de congé. Et il faut tenir compte un peu de toutes les parties, et notamment nous, moi je me dois de défendre la collectivité, donc d'essayer de rendre le meilleur service pour les Mandoises et pour les Mandois. Et donc au final on est arrivé à un accord sur ce qui vous est proposé dans ce point numéro 10 de l'ordre du jour. Donc je ne sais pas si M. Abed vous voulez compléter ou non. Voilà, donc ce matin on a eu une belle discussion, une franche discussion, mais voilà, après le dialogue social se poursuit, hein, c'est toujours un travail qui est jamais fini, et donc on va continuer notamment en début d'année 2021, à regarder un certain nombre de services, comme c'est écrit dans la délibération, pour que ce soit équitable, que le fait que l'État, par la loi, impose l'obligation de travailler les 1607 heures, donc ces jours exceptionnels finalement soient perdus, on va travailler sur un certain nombre de services pour lesquels ce n'est pas forcément très équitable. Voilà, et donc on aura aussi dans le courant de l'année 2021 à parler du nouveau régime indemnitaire qu'on aurait déjà dû mettre en place, qu'on n'a pas mis en place et qu'on va mettre en place, je pense, au premier, enfin du moins l'engagement est pris pour le 1er septembre
2021. Mais maintenant, on a toutes les conditions pour le mettre en place, notamment pour les services techniques, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, on va passer au point de l'ordre du jour numéro 11 qui concerne les lignes directrices de gestion. Madame Stéphanie Morin, vous qui avez dû mettre ça en place à l'hôpital. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 33.5, vu le décret numéro 2019-8265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions et des conditions administratives paritaires, vu le décret numéro 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique, vu l'avis favorable du comité technique réuni le 10 décembre 2020, l'avancement de grade constitue une possibilité d'évolution de carrière à l'intérieur d'un même cadre d'emploi. Les règles sont prévues par l'article 79 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifié, et chaque statut particulier définit les conditions d'octroi. L'avancement de grade est donc lié à plusieurs conditions. Des conditions à remplir par le fonctionnaire, des conditions particulières à la collectivité, un taux de promotion fixé par l'Assemblée délibérante. À compter du 1er janvier 2021, les avancements de grade ne nécessiteront plus l'avis des commissions administratives paritaires, mais une validation devant le comité technique. Avant le 1er janvier 2021 de critères. Ces lignes directrices de gestion doivent décrire les éléments choisis pour déterminer les avancements de grade. Elles ne remettront pas en cause le pouvoir d'appréciation des situations individuelles de l'autorité territoriale. Leur but est de passer d'une logique individuelle à une approche collective de gestion de ressources humaines et de favoriser la transparence et l'équité. En l'absence de ligne directrice, l'établissement ne pourra pas réaliser d'avancement de grade. Il est proposé de retenir les critères ci-dessous. Une fois ces critères arrêtés par l'autorité territoriale, ils seront applicables 6 ans, de 2021 à 2026, et communiqués par voie électronique aux agents. La collectivité s'engage à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Concernant donc les critères personnels retenus pour l'avancement de grade, donc il y a une hiérarchisation des critères généraux. Le premier critère, prise en compte de la valeur professionnelle et notamment au vu du compte rendu de l'entretien professionnel, par exemple la performance et la motivation sur le poste, les compétences techniques professionnelles et la polyvalence, c'est-à-dire le savoir-faire, les qualités relationnelles et la manière de servir. Le deuxième critère, c'est l'expérience professionnelle et la diversité du parcours professionnel, par exemple l'expérience dans le secteur privé, dans le secteur associatif, la mobilité interne et externe. Le troisième critère, la carrière, l'ancienneté dans la collectivité, l'ancienneté en qualité titulaire et dans le grade. Quatrième critère, la motivation de l'agent, par exemple sa volonté d'avancement, la préparation et ou le passage en concours d'un examen. Et enfin, le cinquième critère, ce sont les formations, donc, par exemple les formations effectuées en lien avec le grade d'avancement. Merci Madame Morin. Donc là aussi, on a discuté longuement dans le cadre du comité technique ce matin. Donc au final, une opposition commune favorable pour les critères, favorable à l'unanimité pour les critères retenus. Donc c'était appuyé un peu sur ce qui se faisait aussi dans notre collectivité. Et on a fait le constat que les CAP étaient en train de vivre leur dernière étape, puisqu'elles ne seront plus réunies que maintenant que pour les cas qui poseront problème, que pour les contentieux. Et donc, c'est la fin d'une aventure. Donc, nous, la ville de Mende, on était bien sûr en CAP avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Pour moi, ça a éloigné un petit peu de la gestion et de la discussion avec l'ensemble des personnels de la commune. Donc ça a ramené toujours cette discussion au centre de gestion. Là, il faut qu'on soit, je pense, équitable, il faut qu'on soit
intelligent, autant de la représentation du personnel que de l'employeur, pour que la discussion puisse vivre et qu'on puisse être le plus juste possible pour l'ensemble des personnels de la collectivité. Voilà, on pourra, puisque ça a été évoqué ce matin, on pourra éventuellement revenir sur ces critères. Dans le courant, ils sont mis en place pour 6 ans, mais on pourra rouvrir la discussion si le besoin s'en faisait sentir pour modifier les critères, les amoindrir ou en mettre plus. Voilà. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Non? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Parce que si on n'avait pas délibéré ce soir, on ne pouvait pas, comme c'était dit dans le corps de la délibère, on ne pouvait pas le mettre en place au 1er janvier. Le point numéro 12 qui concerne, comme quasiment à chaque conseil municipal, la modification du tableau des effectifs. Donc on vous propose, alors en effectif réel, on restera au même nombre, 155, mais on vous propose 4 modifications. Donc la création d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives compté du 1er janvier 2021. Donc c'est les fameuses étapes, c'est donc on a un agent qui a passé le concours, qui l'a eu. La politique de la ville, c'est effectivement d'essayer chaque fois qu'on peut de promouvoir les agents qui font des efforts d'aller passer les concours, qui sont parfois difficiles, comme c'est le cas pour celui-là. La création d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine à compter du 1er février 2021. Donc on a fait le recrutement dernièrement, donc la jeune fille arrive le 1er février et on a besoin effectivement là de monter en puissance pour organiser la réouverture du musée, comme je le disais en début de séance, à l'automne 2022. Et dans le même temps, on propose de supprimer un poste d'agent de maîtrise qui est parti de la collectivité et d'un poste d'adjoint technique principal qui est parti à la retraite. Voilà, est-ce que ça suscite des demandes de prise de parole? S'il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. La création des emplois saisonniers. Donc on vous propose pour 2021 la création d'emplois saisonniers, donc à l'équivalent de 15 mois à temps complet avec un premier indice du grade de l'SLCE, donc ça c'est réglementaire, et puis un adjoint d'animation, l'équivalent de 6 mois temps complet pour faire face au surcroît d'activité, alors pas forcément que de juillet ou août, souvent ça part du mois de mai et ça va jusqu'au mois de septembre. Et puis pour des postes d'agents contractuels, on vous propose aussi de créer l'équivalent, comme chaque année, de 24 mois. Alors pour les saisonniers, c'est le même volume que les dernières années. Hein. Et puis pour les agents contractuels, c'est le même volume aussi, 24 mois sur la catégorie C et puis 3 mois sur un premier indice du grade de rédacteur. Et donc cela pour toute l'année 2021. Donc monsieur Abed, vous allez pouvoir vous exprimer, non? Eh bien, je vous laisse la parole. Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, concernant, on vous demande de se prononcer sur la création d'emplois saisonniers au niveau de la ville de Mans. Vous avez vu que dans le tableau précédent, la page précédente, les emplois saisonniers ou occasionnels, ça représente 33 postes budgétaires. C'est quand même quelque chose d'important pour la municipalité de Mans, sur un effectif budgétaire de 150 postes. Donc c'est un enjeu important. C'est un enjeu important, monsieur le maire, parce que notre pays va connaître une augmentation du taux de chômage. Malheureusement, on est à 9,7% de la population active. Les prévisions prévoient qu'on atteigne 10% en 2001. Donc l'emploi, plus que jamais, ça va devenir un enjeu. Et c'est pour ça aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement ce soir, monsieur le maire, aux élus de la majorité, pour leur demander de prendre un engagement à compter du 1er janvier 2001. L'engagement est très simple, ça ne coûtera pas un centime à la collectivité, ça participera et ça contribuera à l'intérêt général. C'est qu'on ait l'engagement ferme public en séance que la totalité des emplois occasionnels ou saisonniers fasse l'objet d'une publicité au niveau du site de la mairie. C'est-à-dire que tous les mandats sachent exactement quand est-ce qu'il y a des recrutements au niveau de la mairie, dans quelles conditions ces recrutements sont faits. Ça participe à la transparence, ça participe à l'intérêt général
et c'est aussi pour ça qu'on est élus aujourd'hui, tous ensemble au sein de ce conseil municipal. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs de la majorité municipale, on ne vous demande pas, même pas un vote là-dessus, c'est simplement un engagement ferme et public que tous les emplois occasionnels, tous les emplois saisonniers feront l'objet d'une publicité sur le site de la mairie afin de garantir à tous les Mondois et toutes les Mondoises de pouvoir candidater de façon transparente. Et parmi les critères de recrutement, parce que nous sommes sensibles à tout ce qui relève de la solidarité, compte également, il y a les critères de compétences, bien entendu, mais les critères sociaux. Notre pays va vivre une époque difficile au niveau économique, issue d'une crise sanitaire. Essayons de donner l'exemple, en toute modestie, bien entendu, mais essayons de faire de la ville de Mende une ville exemplaire en matière de recrutement des emplois saisonniers. Je vous remercie. Très bien, monsieur Abed. Donc, simplement pour vous dire que les 33 mois que vous ciblez, ce n'est pas des agents, c'est des mois. Donc, sur la partie, sur la partie saisonnier, oui, c'est pas 33 postes, c'est 33 mois. Ouais. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on délibère, sauf s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a une réponse à notre proposition? Oui, je l'ai entendu, j'ai entendu votre proposition, ça fait longtemps que je la connais et ça fait longtemps qu'on la pratique. Ah bon? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Nous sommes favorables, je vous remercie. Le point numéro 14 qui concerne la fixation des taux concernant les possibilités d'avancement de grade pour 2021. On reconduit là, et on a vu ça ce matin aussi en comité technique, donc avec la représentation des employés, des agents. On reconduit là une délibération annuelle, donc avec un taux de promotion, et on fait ça depuis un certain nombre d'années maintenant, qui est à 50% pour toutes les catégories. Donc est-ce que ça suscite des demandes de prise de parole? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Les autres qui sont favorables, je vous remercie. Concernant le point numéro 15, le renouvellement de la convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ça c'est depuis le passage donc, au FPS, où il faut qu'effectivement on approuve la convention qui arrive à terme au 31 décembre 2020, donc il faut qu'on la renouvelle. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de délibérer sur le renouvellement de cette convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et puis le point numéro 16, M. Berenguel, donc, qui va clôturer la séance avec l'acquisition de biens culturels. L'enrichissement des collections muséales et patrimoniales constitue une mission fondamentale et permanente pour la collectivité qui met en œuvre une politique d'acquisition raisonnée. Sous la forme de dons, collectes, dépôts, legs ou achats des acquisitions, relève de la loi musée du 4 janvier 2002 et du Code du patrimoine. Donc, depuis l'automne 19, 9 lots sont entrés par don, 2 par achat et 1 par dépôt. Donc, bien affecté, propriété, mairie de Mende, l'affectation à titre gracieux et sans contrepartie, voir le formulaire de proposition, attestation de don. Donc, vous en avez 9, si vous voulez, je vous les lis, sinon, je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance des dons. Ensuite, les achats bien affecté propriété mairie de Mende, donc cofinancé dans le cadre du projet Musée du Gévaudan avec le soutien du département de la Lozère et de la région Occitanie, de l'État et de l'Europe. Donc là, vous avez un achat qui a été fait sur une sculpture en 2019 de Lionel Savaté qu'on a appelé la bête de poussière. C'est une commande dans le cadre de la résidence d'un artiste organisée par la ville, le Pays d'Art et d'Histoire, avec le soutien de la DRAC Occitanie à l'automne 19 pour un montant de 20 000 €. Et ensuite, l'achat d'une planche d'herbier, 3 photographies 2016 par Anaël Vanel pour un montant de 2 000 €. Anaël Vanel étant une artiste lozérienne. En dépôt, vous avez des œuvres de la Chapelle des Pénitents, une
Vierge Noire, calice et statue du Christ, et puis un dépôt par le diocèse, fixé par une convention de dépôt le 13/11/19, pour une durée de 50 ans et une valeur de 30 000 €. Le détail de ces acquisitions, transmis par voie dématérialisée, sera annexé à la délibération. Donc je vous propose de considérer l'intérêt de ces acquisitions muséales et patrimoniales, d'en approuver l'affectation à la mairie de Mende, musée du Gévaudan et patrimoine, et d'autoriser toutes les démarches inhérentes à la conservation de ces biens. Merci, M. Berenguel. Est-ce que ça suscite une demande de prise de parole? Sinon, on délibère. Oui, Madame Yann, pardon. Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers, la directrice du musée a indiqué dernièrement dans la presse la gratuité du musée. Pourquoi une telle décision? Quand on connaît les coûts importants engagés, est-ce que cela sera une décision définitive? Je vous remercie. Ben parce que ça fait un moment que la décision est prise maintenant, non? Enfin, un moment. Dans l'année 2000. Ouais. Quelques mois en début d'année 2020. Parce que ça a imposé un certain nombre d'investissements qui étaient lourds. Et que donc on a préféré jouer la carte de la culture pour tous et donc de la gratuité sur cet espace muséographique, comme le font maintenant beaucoup de musées de France et de Navarre. Donc on a préféré jouer cette carte-là, s'économiser des sous, s'économiser de la maintenance. Et donc et peut-être un peu de personnel aussi. Et puis voilà, on aura quand même une surveillance dans le musée, on aura une équipe qui est en train de s'étoffer, comme on l'a vu tout à l'heure, sur une délibération, donc avec le premier recrutement, enfin, le nouveau recrutement qui va être fait au 1er février. Voilà, mais l'idée c'est quand même d'offrir la culture à tous le plus large possible, l'accessibilité. À ce que je rappelle, que le musée du Gévaudan, c'est le musée de notre territoire. Donc c'est notre musée, c'est le musée de tous les Lozériens. Et donc rendre plus facile son accès, eh bien, ça permettra peut-être d'y avoir une meilleure fréquentation, donc ça permettra d'avoir une meilleure fréquentation au centre-ville. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Et les autres sont favorables. Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Je voulais simplement profiter de ce moment pour vous souhaiter, malgré tout, de bonnes fêtes de fin d'année, dans un contexte sanitaire qui reste compliqué, qui risque de rester compliqué encore malheureusement quelques mois. Mais bon, la perspective du vaccin donc est une belle, je crois, opportunité pour que, à terme de quelques mois, on sorte définitivement de cette problématique, de ce sinistre qui nous a préoccupés depuis le mois de mars, depuis le 15 mars, le 16 mars ou le 17 mars. Voilà, donc malgré tout, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Restez prudents, soyez vigilants dans les contacts que vous pouvez avoir, essayez de respecter les gestes barrières le plus possible. Merci.